Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube, c'est Jean-Michel. Aujourd'hui, je vais aborder un petit sujet concernant les intervenants dans votre chantier, à savoir l'architecte, l'entrepreneur, éventuellement l'ingénieur. Il va y avoir aussi un coordinateur éventuellement de sécurité s'il y a plusieurs intervenants. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, et notamment au niveau de l'architecte. Est-ce que je dois faire confiance, par exemple, à mon architecte, à mon entrepreneur? Est-ce que je peux me dire, voilà, j'ai pris un architecte, j'ai pris un entrepreneur, l'architecte va s'occuper, c'est celui qu'on appelle d'ailleurs le maître d'œuvre. Vous êtes le maître d'ouvrage, donc le client c'est le maître d'ouvrage, l'architecte c'est le maître d'œuvre. Est-ce que je suis prémuni de tous les risques? Est-ce que je peux me dire, moi j'ai plus qu'à payer, j'ai plus à m'occuper de mon chantier, tout va se passer comme sur des roulettes, je suis tranquille, je peux partir en vacances? J'aurais envie de vous répondre oui, mais j'ai envie de vous dire quand même que non, quand même un petit peu. Donc pourquoi je dis non un petit peu? Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le métier d'architecte a vraiment évolué ces 20 dernières années. Il faut savoir qu'au départ, l'architecte c'était la personne qui venait, qui écoutait vos demandes, vos désirs, et qui se rendait sur le terrain que vous aviez acheté, dans la maison que vous vouliez transformer, et qui vous faisait un projet qui était adapté à votre style de vie. Donc, sur base de ce que les gens lui expliquaient, eh bien, il faisait d'abord préalablement ce qu'on appelle une esquisse. Donc, c'est-à-dire un projet qui n'est pas abouti à 100%, mais qui permet au client de visualiser les espaces. Donc, il n'y a pas de code, il n'y a pas de détails vraiment prédéfinis dessus. C'est vraiment un dessin général de l'ensemble pour voir s'il peut aller plus loin. Après ça, on fait ce qu'on appelle un avant-projet, donc où là, on va quand même détailler beaucoup plus, on va commencer à dessiner les façades, l'emplacement exact des fenêtres, etc. Et puis après ça, on va faire ce qu'on appelle le projet, donc qui sera vraiment l'élément définitif, un document qu'on transmettra à l'entrepreneur pour réaliser l'ouvrage. Bon. L'architecte aussi, il avait pour mission de faire quoi? De faire une évaluation du projet. C'est-à-dire que quand vous allez chez un architecte et vous lui dites, écoutez, voilà, je voudrais construire une maison 4 façades, j'ai un budget de 300 000 euros. Évidemment, s'il fait une esquisse, il faut que celle-ci et l'avant-projet et le projet correspondent au budget. Pour s'assurer qu'il soit bien dans le budget des clients, donc du maître d'ouvrage, l'architecte va faire ce qu'on appelle un maîtrise détaillé. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer à quantifier. C'est quoi le maîtrise? C'est le fait de calculer toutes les surfaces. Calculer les surfaces de plafonnage, les surfaces de couverture, les surfaces de carrelage, les mètres cubes de béton, les mètres cubes de terrassement à réaliser. Donc, il va vraiment prendre poste par poste, étape par étape, aussi bien pour le gros œuvre que pour les finitions, s'il a la mission des définitions du bâtiment et qu'il doit les contrôler. Il va vraiment détailler ce qu'on appelle un maîtrise détaillé. Donc chaque poste, chaque mur sera référencé et sera quantifié. Ce qui permettra, si à un moment donné le client décide de supprimer un mur, par exemple, une cloison, il sera facile d'aller dans le maîtrise détaillé, rechercher la dite cloison, et de retirer la surface de la cloison. Au niveau de son travail, il établit aussi ce qu'on appelle les descriptifs. Donc, ça fait partie, ça en fait, si vous voulez, d'un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un peu le mode d'emploi comme un appareil. C'est-à-dire qu'on va trouver une description de chaque matériau qui va être mis en œuvre, avec éventuellement des fiches techniques, qui va, entre guillemets, on peut imposer les matériaux ou on peut laisser éventuellement libre choix à l'entrepreneur de proposer un matériel différent. C'est ce qu'on appelle faire une variante. Mais disons qu'on a un document descriptif, on a donc un document qui est le maîtrise détaillé. On fait un document supplémentaire qui s'appelle le maîtrise récapitulatif, qui lui, si vous voulez, c'est un peu le total des postes.
Il n'y a pas tout le détail, mais voilà, il y a autant de mètres cubes de béton, mais on n'a pas le référencement de la poutre A, la poutre B, la poutre C, et ainsi de suite. Et donc voilà, donc l'architecte avait pour mission d'établir ces documents. En général, il l'a toujours, mais à l'heure actuelle, bien souvent, on se limite parfois à introduire le permis de bâtir. Moi, je constate qu'aujourd'hui, je reçois très peu de maîtrés, encore moins de maîtrés détaillés. Et donc, on en est arrivé à un moment donné à devoir splitter les choses. C'est-à-dire que, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment votre projet en tête, tant au niveau architecture qu'au niveau constructif, il a commencé à devoir tout doucement déléguer. C'est-à-dire se dire, j'ai plus le temps, je vais prendre un dessinateur qui va dessiner les plans. S'ajoute à tout ça une multitude de dossiers administratifs qui sont beaucoup plus lourds qu'avant, c'est-à-dire des PEB. On a instauré le coordinateur de sécurité qui a son utilité au niveau sécurité des bâtiments, mais c'est encore de nouveau un intervenant en plus à gérer. Des formulaires de statistiques, des formulaires pour l'environnement. Il y a une multitude de documents qui sont à établir et qui ne peuvent plus être pris en charge par un seul homme, ou alors, oui, il y a certaines structures qui sont des grands bureaux d'architecture, où eux peuvent encore se permettre d'avoir tout ça. Mais l'architecte qui est un peu tout seul, qui est indépendant, matériellement, il n'a plus le temps d'assumer tout ça. Il faudrait qu'il se forme H24 parce que toutes les technologies évoluent. Et donc voilà. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que les gens ont à consacrer à la créativité du projet, il se réduit à peau de chagrin. De toute façon, maintenant, au niveau des normes urbanistiques, ça devient difficile de faire encore vraiment de la création. Et donc, ces gens sont un petit peu mis à toutes les sauces et ont commencé à déléguer. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va faire le PEB, il y a un ingénieur qui va calculer la structure du bâtiment. On va avoir tendance à faire plutôt un maîtrais récapitulatif plutôt qu'un maîtrais détaillé. Donc, ça veut dire que les informations qu'on va donner à l'entrepreneur vont être de moins en moins précises. Quand un entrepreneur reçoit une quantité, il a toujours normalement l'obligation de la vérifier. Les architectes donnent toujours des quantités à titre informatif et c'est l'entrepreneur qui a l'obligation de vérifier ça. Alors, vous avez des entrepreneurs qui adorent les papiers, mais je pense que ce n'est pas la majorité. Un entrepreneur, il faut savoir une chose, c'est que son temps est compté parce que voilà, il a le chantier, ses commandes à faire, etc. Et que la plupart du temps, il n'a pas spécialement le temps de recommencer à refaire tous les calculs de l'architecte pour vérifier que tout soit correct. Et étant donné qu'il n'a pas de détails, s'il a un doute sur une quantité d'un poste, il est presque obligé de chaque fois de la recalculer. Donc voilà, ça c'est un petit peu la première partie de la vidéo, c'était de vous expliquer un petit peu comment fonctionne aujourd'hui l'architecture, la mission d'un architecte, et on va voir d'ici un instant un petit peu les conséquences que ça peut avoir du fait d'avoir vraiment splitté toutes ces compétences, problème que ça peut créer au niveau de la communication, de la mauvaise compréhension de l'entrepreneur du projet, voire même du client. On revient dans un instant et on regarde ça ensemble. Pour reprendre ce que je disais un petit peu tout à l'heure, l'entrepreneur aujourd'hui, moi je le constate, bien souvent reçoit un plan, mais qui est plutôt un plan urbanistique et moins souvent un plan d'exécution, reçoit ou ne reçoit même pas du tout, ce qui est quand même assez souvent même le cas, ne reçoit pas du tout de maîtrise. Ça veut dire que la mission de l'entrepreneur, si on veut être entrepreneur aujourd'hui, elle a complètement changé par rapport à avant. Normalement, l'architecte, l'ingénieur s'occupait de calculer les structures et donc faisait la conception et donnait les instructions à l'entrepreneur qui réalisait. Maintenant, l'entrepreneur, il se trouve finalement à faire des maîtrises, à devoir penser à la conception du bâtiment, ce qu'il ne devait pas faire avant et ce qu'il n'a pas toujours le temps de faire parce que s'occuper des chantiers, etc., faire des devis, ça prend beaucoup de temps. Quand vous faites un devis, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que l'entrepreneur, il n'est pas sûr de l'avoir. Alors vous pouvez tomber sur l'entrepreneur, si vous faites très bien votre boulot, mais parfois vous arrivez plus cher que les autres. Pourquoi? Parce que vous avez étudié, vous vous dites, ok, là, il y a ça qui manque, ou là, je ne suis pas sûr qu'il n'a pas prévu ça, mais il faut prévoir tel élément donc, qui coûte autant. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens, est-ce qu'on peut faire confiance à son architecte? J'en connais des très bons. Franchement, j'en ai eu quelques-uns, vraiment
des très très bons qui connaissaient vraiment leur dossier, etc. Maintenant, il y en a d'autres qui, je ne sais pas, qui sont moins bons, c'est qu'ils ont moins le temps ou qu'ils y consacrent moins le temps, parce que ceux qui sont très bons, ben, ils font ça 12-14 heures par jour, un week-end compris. Tout le monde n'a pas ce rythme de vie-là, et donc si vous ne faites pas autant d'heures, vous ne pouvez pas arriver à produire tout ce qui est demandé maintenant. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance? Je dirais oui et non. Il faut savoir une chose, c'est connaître la situation, c'est de pouvoir déjà y répondre. Il faut bien vous dire une chose, que je reviens, comme j'ai parlé dans cette vidéo, dans une autre vidéo, et je prenais un peu l'exemple du puzzle, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez votre photo, votre maison terminée, eh bien c'est devenu un vrai puzzle. Avant, il y avait 4 pièces dans le puzzle, maintenant il y a 25 pièces dans le puzzle. Donc, est-ce que c'est quand même un peu facile à comprendre? Est-ce que c'est plus facile de faire un puzzle où il y a 4 pièces ou un puzzle où il y en a 25? Ben, c'est plus difficile qu'il y en a 25. Aujourd'hui, c'est ce qu'on rencontre, c'est qu'on a des puzzles à 25 pièces, demain ça sera 30 pièces. Et donc, la probabilité que le projet soit moins bien étudié qu'avant, elle a augmenté, et la probabilité qu'il y ait des erreurs de communication parce que l'architecte n'a pas dessiné ça, l'entrepreneur ne l'a pas demandé, il a cru qu'il fallait faire comme ça. Quand l'architecte arrive, parce qu'il faut savoir quand même une chose, c'est que dans la construction, je dis toujours, pour voir si un mur est droit, s'il est d'aplomb, il faut qu'il ait été construit. Donc on ne sait pas se prémunir avant que l'entrepreneur réalise le mur, de savoir s'il va être droit ou s'il va être de travers. Bon. Quand il est de travers et que le mur est grand, et que l'architecte n'est pas passé sur le chantier, ou que personne ne l'a arrêté, et qu'il a déjà coulé sa dalle en béton au-dessus, eh ben, il y a de fortes chances que vous allez rester avec votre mur de travers. On ne va pas redémonter la dalle en béton. L'architecte va dire merde, j'aurais dû le voir, je ne l'ai pas vu. Oui, mais bon, j'ai pas su se passer sur chantier parce que je devais aller défendre un permis à l'urbanisme. Donc, il ne faut pas croire que les choses vont se mettre en place comme ça. Alors, vous pouvez avoir de la chance et que tout le monde s'entende parce que c'est l'architecte connaît bien l'entrepreneur, ils ont déjà travaillé beaucoup ensemble. Que bon, voilà, si l'architecte n'a pas vu ceci, bah, l'entrepreneur, comme il a du boulot assez souvent, il reçoit assez souvent du boulot de l'architecte, bah, il va lui dire, écoute, ça va, c'est bon, je prends ça à ma charge, je ne mets pas au client, comme ça, tu n'as pas d'ennui. Donc voilà, vous pouvez tomber là dans ce genre de situation. Quand les gens ne se connaissent pas, c'est plus compliqué. Alors vous pouvez aussi avoir, ça existe, il ne faut pas se le cacher, des entrepreneurs qui donnent un peu des avantages à des architectes en échange de travail et de boulot. Donc parfois, l'architecte ne peut pas être juge et partie, et parfois, s'il a plus difficile à faire des remarques à un entrepreneur, si celui-ci était un peu sympa avec lui, on peut tout à fait imaginer que vous êtes entrepreneur, un architecte vous envoie du travail, que le jour où il vous dit, écoutez, j'ai un petit boulot à faire chez moi, que vous lui fassiez quand même une petite fleur. Voilà, j'ai envie de dire, ce sont des pratiques qui sont, à mon avis, relativement courantes. Donc, c'est pour ça que je dis par défaut, ne faites pas confiance. Ce n'est pas que, je ne dis pas, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, que tous les architectes ne sont pas bons, il y en a beaucoup des bons, mais c'est comme dans tous les domaines. Vous avez des bons garagistes, vous avez des mauvais garagistes, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, être prudent, c'est-à-dire être prudent, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des choses quand même essentielles à demander. Payer pour avoir un maîtrise détaillé, je pense que ça c'est important. Donc c'est de voir peut-être avec votre architecte, écoutez, moi je voudrais bien quand même qu'il y ait un maîtrise détaillé puisque on va se baser là-dessus pour établir les prix. Ce que vous pouvez aussi avoir, par exemple dans une évaluation de budget, il faut savoir comment un architecte évalue un budget. On a des listes de prix avec un prix minimum, un prix maximum pour chaque poste, et l'architecte va prendre dans ce bordereau de prix, il y a plusieurs éditeurs qui font ça, en disant, ben voilà, le mètre cube de briques ou de blocs est entre autant et autant. Alors en fonction de la complexité d'ouvrage, du chantier, ben, c'est sûr que si c'est un mur court, ben, on va prendre le prix unitaire le plus cher pour évaluer, etc. Alors parfois aussi dans ce genre de documents, il y a des prix qui sont parfois pas tout à fait justes non plus. Donc il faut bien s'assurer au niveau du budget qu'il y ait une évaluation qui ait été faite. Maintenant après, cette évaluation, elle peut être, entre guillemets, elle va être un peu confirmée quand vous allez recevoir les offres de prix des entreprises. Mais il faut quand même essayer d'avoir un contrôle là-dessus, de bien insister pour être certain que l'ouvrage
au niveau budgétaire, ne dépasse pas ce que vous aviez prévu. Parce que je connais très très peu de constructions entre nous où il n'y a pas de supplément. Donc c'est toujours bien de prévoir quand vous avez un budget de 100, surtout si vous êtes en rénovation. Je veux dire qu'en construction neuve, c'est plus encadré parce qu'on fait du nouveau. Donc normalement, à part au niveau, si on n'a pas fait d'essai de sol, au niveau de la dalle en béton, à part avoir des semelles filantes, avoir un radier, dans une rénovation, quand des os, on peut tomber sur des choses qu'on n'avait pas vues. Donc quand vous êtes, à mon avis, en rénovation, prévoyez de toute façon un budget de 5 à 10% en plus. Et alors, je le répète encore une fois, essayez quand même de rentrer vous dans votre projet. Parce que c'est votre projet, personne ne va rentrer dedans à sa place. L'architecte, c'est comme l'entrepreneur, il n'a pas que votre chantier à faire. Non seulement, parfois, il en a plusieurs en même temps, mais quand il est en train de faire ses chantiers, il doit faire ses commandes, il doit faire les devis pour les suivants. Souvent, maintenant, avec Internet, vous avez plein de demandes, donc ça veut dire que vous devez faire de plus en plus de devis. Étant donné que chaque devis, de plus en plus, vous avez de moins en moins de documents, donc l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit passer de plus en plus de temps. Il a deux solutions. Soit il passe assez bien de temps sur votre devis et vous recevrez un devis détaillé, ce qui sera quand même un gage pour vous qu'il a pris la peine d'étudier le projet, même s'il n'a pas spécialement énormément de documents. Dans le cas contraire, quand on n'a pas trop le temps, on se dit je ne vais pas trop étudier le projet dans son détail, j'ai pas tellement de documents, le client me demande, il est pressé, il va voir son prix, etc. Et vous allez avoir des entrepreneurs qui vont laisser partir un prix en ayant oublié un tas de trucs parce qu'ils n'auront pas eu le temps d'étudier le projet, de se mettre dedans et de penser sa construction. Quand on est entrepreneur et qu'on va construire quelque chose, on s'imagine en train de poser la première pierre, la deuxième, la première dalle, et pendant qu'on est en train de se représenter tout ça mentalement, on se dit tiens, là il faut peut-être que je mette quelque chose, ou là je devrais avoir une grande poutre, ou là je vais avoir un porte-à-faux. Attention, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai le cube de béton? Est-ce que j'ai prévu, qu'est-ce que je dois mettre comme ferraillage dedans, etc. Donc voilà, si quelqu'un vous envoie un prix à toute vitesse qui n'est pas détaillé, il y a de grandes chances qu'après, en fonction du type de contrat que vous aurez signé, que l'entrepreneur revoie ses quantités. Moi, j'ai déjà rencontré personnellement ce genre de cas où vous avez un mètré qui est faux. On vous annonce par exemple 70 mètres carrés et vous vous rendez compte qu'il y en a 100. Il y a plusieurs entreprises qui remettent prix. L'entrepreneur qui n'a pas le temps de vérifier, lui, il va remettre un prix par exemple à 100 € le mètre carré pour 70 mètres carrés. Vous allez tomber sur un entrepreneur qui, lui, s'est rendu compte de l'erreur, va lui remettre prix pour 100 mètres carrés, mais à 60 € le mètre carré. Donc beaucoup moins cher que l'autre. Forcément, l'entrepreneur qui avait moins de quantité va être moins cher, même s'il a un prix unitaire plus élevé. Et lors de la réalisation des travaux, l'entrepreneur va dire à un moment donné, écoutez, il y a une erreur dans le mètré, il faut réajuster les quantités par rapport au prix unitaire que j'ai remis. Et vous allez vous retrouver avec un entrepreneur qui était moins cher à la base, mais en rajustant les quantités avec un prix unitaire plus cher que le premier entrepreneur qui avait tout vu, vous allez vous retrouver avec un montant qui va être nettement supérieur. Donc voilà, pour éviter ce genre de désagrément, il faut par défaut ne faire confiance qu'à vous-même. Même si vous payez des gens pour le faire, ils peuvent faire des erreurs, ils n'ont pas le temps. C'est pas qu'il faut leur en vouloir, c'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils n'ont pas le temps. C'est qu'il y a un moment donné, vous ne pouvez pas passer autant de temps sur tous les dossiers. Donc ça, je voulais vous l'expliquer parce que c'est important de comprendre comment fonctionne le milieu de la construction, comment fonctionnent les différents intervenants et leurs limites d'intervention. Donc il faut que vous, en tant que maître d'ouvrage, que vous veillez, et ça vous prendra du temps, mais je pense qu'il faut le consacrer, de se faire un fichier dans un ordinateur, prendre un carnet et de noter tous les éléments fournis par l'architecte. Regardez, prenez la peine de regarder vos plans. Si vous avez le sentiment qu'il manque de détails ou il manque des éléments, fiez-vous à votre instinct et n'hésitez pas à les demander. Quitte parfois à les payer, mais parfois vaut mieux, c'est comme pour tout, si vous partez en vacances à l'autre bout de la terre, vous avez quand même un petit peu intérêt à préparer votre voyage. Si vous ne préparez rien du tout, la chance qu'il vous arrive des misères
elle est grande. Donc c'est la même chose dans un chantier de construction. Même si vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous devez obligatoirement, si vous voulez augmenter vos chances que ça se passe bien, faire votre carnet de route avec vos questions, les réponses à ces questions, éventuellement interroger l'entrepreneur avant qu'il commence les travaux, discuter avec lui du projet, posez-lui des questions, tiens, comment ça va tenir ça? Tiens, pour le porte-à-faux, vous faites comment? Même si vous n'êtes pas un spécialiste du domaine, le fait de poser les questions et de s'intéresser, ça obligera automatiquement vos interlocuteurs à se dire, lui, il faut quand même que je lui donne un minimum d'informations, il me paye, je dois quand même un peu lui donner des éléments qui sont essentiels. Si vous ne faites pas ça, vous passerez toujours après celui qui le fait. Donc ça veut dire que celui qui demande, il aura, celui qui ne demande rien, parfois ça peut mal finir. Voilà, c'était Jean-Mich. Alors, likez, commentez si vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'essaie de faire de manière plus concise. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous inscrire à la chaîne si vous avez aimé. Je vous dis une chose, prenons soin de nous.